Michael Laroche, je travaille dans le labo de Gérald Chouinard à l'IRDA. Aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats qui sont tout chauds sortis du four. Donc, c'est principalement les bilans des indices, des indices de risque dans les vitrines Pomicol. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pas un travail qui est final, donc c'est tout le temps en continu. Le projet, ça fait 3 ans qu'il roule, puis on a encore un autre 3 ans de données à aller chercher. Donc, on est à mi-parcours en tant que tel. Donc, qu'est-ce que je veux démontrer aujourd'hui, c'est vraiment des tendances, des observations, des feelings, si on veut, là, de qu'est-ce qui se dégage sur les indices de risque. Ça se peut qu'il y ait des petites coquilles, mais c'est justement là, je suis ouvert aux commentaires là, et puis aux discussions là, par la suite. Donc, on commence. Petit retour rapide sur les vitrines. Donc, ce projet-là, il met à l'avant-plan des pratiques qui sont innovantes, qui permettent d'utiliser des produits à moindre risque, donc moindre risque sur la santé et sur l'environnement. Le projet permet aussi de mettre en lumière certains produits ou des techniques qui sont mal connues ou sous-utilisées, ou des fois, c'est que le coût est trop élevé à utiliser un produit à moindre risque. Mais chacune des techniques ou des produits qu'on a mis à l'avant-plan, ça a été éprouvé, puis c'est des techniques ou des produits qui sont très prometteurs. Donc, on n'est aucunement dans la recherche. Puis, les produits ou les techniques qui ont été ciblés visent principalement 6 ennemis de culture, donc les mauvaises herbes, la tavelure, la mouche de la pomme, le carpocaps de la pomme, les acariens et le feu bactérien. Donc, le fonctionnement du projet vitrine en tant que tel, on a une section dans le verger qui est sous régie dite à moindre risque. Pour la suite de la présentation, souvent je vais appeler cette parcelle-là la parcelle vitrine. Donc, c'est la parcelle dans laquelle on utilise les produits qui sont à moindre risque ou la machinerie qui permet d'utiliser des produits à moindre risque ou de retirer certains produits. Dans la deuxième section du verger, on a la section qui est la régie habituelle du producteur. Pour le reste de la présentation, cette section-là, je vais l'appeler la section conventionnelle en tant que telle. Donc, c'est la régie habituelle du producteur. Donc, au niveau du projet vitrine, en ayant accès à ces deux sections-là, dans le même verger, où est-ce qu'on respecte les mêmes densités de plantation environ, les mêmes types de cultivars, on est capable de faire des analyses soit sur l'efficacité, le coût, le temps des opérations et les rendements. Durée du projet, c'est 5 ans, donc il est débuté en 2018. Il va se terminer en 2023. On a eu en 2020 le bonus COVID. Donc, comme Gérald l'a dit, on n'a pas pu faire des démos cet été. Donc, on a eu une extension d'1 année pour le projet. Donc, au lieu de 4 ans, on est sur 5 ans. Donc, ici, on a une carte avec les 5 vergers vitrines. Donc, on a une partie dans les Laurentides, si on regarde à gauche. Ensuite, en Montérégie-Est, Montérégie-Ouest, Estrie et Québec, Chaudière-Appalaches. Les chiffres en vert, c'est la taille de la superficie des vergers de la section vitrine. Et en rouge, c'est la section conventionnelle. Et on a aussi les cultivars sur lesquels on prend des données. Ici, je vais passer rapidement, c'est les techniques proposées. Donc, on en a à peu près 25 techniques proposées qui sont utilisées dans différentes périodes, qui ciblent différents ennemis de culture. Puis, on a aussi différents types de mesures d'intervention. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on ne va pas parler de rendement, d'analyse économique ou quoi que ce soit. On va parler vraiment des registres de traitement, donc des indices de risque reliés à ces traitements-là. Donc, on va parler de matière active, de doses d'application de produits, de superficie traitée, puis aussi, on va faire des comparaisons par hectare. Donc, rapidement ici, on va passer d'une boîte à une autre boîte en suivant les flèches bleues. Si on commence en haut à gauche, donc l'IRPEC. L'IRPEC, c'est l'indicateur de risque de pesticides du Québec. Donc, principalement, il travaille sur la santé et l'environnement. C'est un document qui est disponible sur le web, donc en format PDF. L'IRPEC, ça permet de caractériser, comment ça fonctionne en tant que tel, c'est sur la caractérisation des matières actives ou des préparations commerciales. Donc, en connaissant les préparations ou les matières actives, on est capable via des bio-essais et des indices sur la toxicité aiguë, grave, etc., on est capable de sortir des indices de risque. Donc, les indices de risque, souvent, on les retrouve sur Sage Pesticides.
Les indices de risque sont sur la santé et sur l'environnement. Puis, qu'est-ce qui fait moduler les indices de risque principalement? C'est le type d'application, la dose à l'hectare choisie et le type de culture. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous là, qui sont à l'aise avec Sage Pesticide. Ensuite, une fois que l'indice de risque d'un produit est calculé, on peut prendre cet indice-là et le multiplier par la superficie traitée, ce qui va nous donner un indice de risque du pesticide, donc pour le traitement qui a été effectué. Donc, on parle ici de l'IRPEST, donc l'indice de risque pour la santé, et l'indice de risque pour l'environnement, donc l'IRPEST. Tout au long de ma présentation, moi, je me suis basé sur ces indices de risque-là pour faire les graphiques et les analyses. Donc, en haut, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc, on prend les indices de risque d'un traitement multipliés par la superficie traitée, mais dans le cadre des vergers vitrines, comme vous avez vu, les superficies entre la partie conventionnelle et la partie à moindre risque n'est pas nécessairement la même. Donc, on a ramené ça sur un hectare pour pouvoir les comparer. Donc, j'ai pris l'indice de risque de la santé ou l'environnement. J'ai fait la sommation de ces indices de risque-là, divisé par la superficie cultivée au complet. Donc, ça permet d'avoir un indice de risque à l'hectare. Donc, on est capable de comparer entre les deux parcelles. Donc, j'arrive dans les résultats. Donc, pour la suite des diapos, là, mes graphiques se ressemblent énormément. Donc, j'ai pris des produits phytosanitaires, là, je les ai sélectionnés, acaricides, fongicides, insecticides. J'ai pas pris les herbicides, j'ai pas pris tout ce qui est hormones, régulateurs, engrais, je les ai laissés de côté. Donc, on va se concentrer vraiment sur les produits qui ont des indices de risque les plus élevés. Donc, acaricides qui vont être une espèce de vert, fongicide qui est un jaune moutarde à l'ancienne, puis insecticide qui est bleu. On va tout le temps retrouver dans le même ordre les différentes vitrines, donc les 5 vitrines, Chaudière-Appalaches, Laurentides, Estrie, Montérégie-Est, Montérégie-Ouest. On va avoir en premier la section conventionnelle et en deuxième la section vitrine. Sur l'axe des Y, ici, on a l'indice de risque du pesticide sur l'environnement ramené à l'hectare. Et en bas, ça va être sur la santé ramenée à l'hectare. Donc, si on commence les résultats ici, le chiffre en pourcentage, c'est le pourcentage de diminution d'indice de risque entre la partie conventionnelle et vitrine. Donc, en 2018, on a à peu près 30 dans les deux cas en Chaudière-Appalaches. Laurentide, on a une diminution de 40 environ. En Estrie, on est plus dans le 60-70 de diminution. Montérégie, 9 et légère augmentation sur la santé de 2 Pourquoi en Montérégie, ça bouge moins en diminution de risque? Le gérant de ferme et le producteur avaient le pied sur le frein pour s'engager dans des pratiques à moindre risque. Donc, la première année, ça a été vraiment, ils étaient sceptiques sur certaines utilisations, donc ils ont laissé de côté un peu, même si on poussait par arrière avec le conseiller pour aller de l'avant. Donc, ça se fait ressentir un peu dans les résultats. Et Montérégie-Est, 50 15 Donc, ça, c'est en 2018. 2018, si on se rappelle, c'est une année qui a été très, très chaude. Là. Il y a eu des canicules, donc peut-être moins de fongicides qui ont été utilisés, un petit peu plus d'insecticides comparativement aux autres années. Donc, ensuite, pour 2019, même chose, les indices de risque sur la santé et sur l'environnement. 2019, si on se ramène dans le temps, il y a eu un record de crues printanières, donc beaucoup, beaucoup de pluie dans les primaires, donc pour la tablure. En juin, il a fait très frais. Et ensuite, en juillet, il y a eu des records de chaleur là, qui ont été fracassés là, partout sur Terre. Donc, on peut s'attendre à l'utilisation un peu plus de fongicides, puis un petit peu moins d'insecticides pour cette année-là. Donc, encore, Chaudière-Appalaches, on se maintient dans les 30 de diminution d'indice de risque. Dans les Laurentides, 13 35 En Estrie, 77 et 92 de diminution. 92 c'est quand même impressionnant. Je n'ai pas tout à fait analysé, mais ce que je peux dégager, c'est que dans la partie conventionnelle, pour les fongicides ont été appliqués dès qu'il y avait une chance d'averse. Cependant, dans la partie vitrine, c'est l'utilisation du bicarbonate, donc il faut attendre qu'il y ait eu de la pluie pour pouvoir traiter. Donc, je pense qu'il a sauvé beaucoup de traitements en Estrie
Puis ça se dégage sur les indices de risque. En Montérégie, en 2019, comme j'ai dit, là, le producteur et le gérant de ferme ont décidé de mettre l'épaule à la roue. Puis, on a réussi à faire diminuer l'indice de risque d'environ 30 en utilisant des produits à moindre risque. Montérégie-Ouest, on a une diminution de 50 puis de 30 environ. 2020, 2020, année spéciale. Je pense qu'on est tous d'accord. Ça s'est sommé par le manque de travailleurs souvent dans les vergers. Donc, certains producteurs, ils trouvaient ça difficile d'utiliser, mettons, deux pulvérisateurs, d'ajouter des produits à moindre risque dans leur régie, surtout quand tu es en manque de travailleurs, le temps est précieux. Donc, je pense que ça se dégage dans les résultats. L'autre chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est sur l'axe des Y. L'indice de risque est environ de 1000 pour l'environnement et de 6000 sur la santé. Donc, en 2019 et 2018, on était plus aux alentours de 3000 et 8000. Donc, il y a eu possiblement moins de traitements en 2020. De plus, il y a eu une sécheresse, donc du mois de mai jusqu'au mois de juillet environ, très, très sec, pas beaucoup de pluie. Donc, on s'attend à ce que l'utilisation des fongicides était moindre. Puis les insecticides, je pense, rester pas mal au même parce que le développement des insectes, quand il fait chaud, il est rapide et présent. Donc, Laurentide, Chaudière-Appalaches, 9 20 Laurentide, 20 40 En Estrie, légère augmentation de 17 dans les vitrines, mais les indices de risque sur l'environnement reliés aux produits sont très faibles. Même dans la partie conventionnelle, là, on est en dessous de 200. Donc, c'est très, très, en tout cas, c'est très bon. Donc, une légère augmentation, mais on pourrait en discuter. 40 de diminution également, là, les indices de risque sont très faibles. Montérégie-Est, les données de 2020, je les ai reçues là, vraiment pas longtemps. Donc, je les ai traitées, mais on voit ici qu'il y a un problème. Donc, pour le reste des analyses, je n'ai pas tenu en compte l'année 2020 là, pour la Montérégie. Là. Dans la partie conventionnelle, il n'y a pas eu de traitement fongique ou presque pas. Donc, il y a un petit quelque chose là, à aller vérifier. Et Montérégie-Ouest, ils poursuivent leur bon chemin, donc 11 28 Donc, si je peux faire un petit wrap-up sur les indices de risque de 2018 à 2020, si on regarde les indices de risque sur les 3 ans, donc on a environ, là, rapidement, sur les indices de risque sur l'environnement, on est capable d'aller chercher un gain de 30 de réduction des indices de risque sur l'environnement à travers, si on fait la moyenne de toutes les vitrines. Et sur la santé humaine, si on fait la moyenne sur les 4 années, les 3 années, on va chercher dans les alentours de 40 de réduction des indices de risque. Donc, je pense que ça paye de rentrer dans la régie phytosanitaire des produits à moindre risque. Tableau, je vais passer assez vite. C'est juste, je me suis amusé, puis je voulais juste vous illustrer un peu l'image. C'est les produits phytosanitaires avec les indices de risque les plus élevés. Donc, je n'ai pas fait la sommation des indices de risque pour un produit précis. J'ai juste pris le produit qui est utilisé, qui a le plus haut impact d'indice de risque par année dans différentes vitrines sous les fongicides et insecticides. Premièrement, qu'est-ce qu'on remarque rapidement, c'est que dans les fongicides, c'est souvent équivalent. Donc, il va utiliser du Manzat dans la partie conventionnelle, puis dans la vitrine, on va retrouver aussi le Manzat. Mais dans certains traitements, exemple pour les insecticides, il va utiliser un imidant dans la partie conventionnelle, et le produit le plus fort qui va être utilisé dans la vitrine, c'est un Delegate. En bas, ici, on voit les indices de risque pour l'environnement et sur la santé pour l'imidant contre le Delegate. Donc, on voit que c'est quand même un choix judicieux. Donc, ça m'amène à penser, est-ce qu'on serait capable de retirer carrément dans la partie conventionnelle certains produits qui ont des hauts impacts, puis les remplacer par des produits avec des impacts moins grands? C'est ouvert à la discussion. Puis le petit clin d'œil ici, en Estrie en 2020, le produit insecticide avec le plus grand impact sur l'environnement ou sur la santé, c'était le GF120. Donc, moi, ça me fait bien sourire. Ça veut dire que le producteur il a traité le GF120 dans sa parcelle. C'est ça qui est l'indice de risque le plus élevé. Donc, on va briser un peu des tabous, des idées préconçues. On entend souvent se dire, il me semble que je traite plus souvent avec des produits à moindre risque. Donc, ici, c'est les nombres de traitements. Encore une fois, acaricides, fongicides, insecticides. Sur l'axe des Y, ça va être le nombre de traitements.
Et le chiffre en pourcentage, c'est soit l'augmentation ou la diminution. Donc, la différence en pourcentage entre la parcelle conventionnelle et la parcelle vitrine. Donc, en 2018, pas de différence dans le nombre de traitements pour Chaudière-Appalaches. Une diminution de 68 dans les Laurentides. Petite augmentation de 30 en Estrie. Montérégie-Est, 6 On se rappelle qu'en 2018, il n'y avait pas beaucoup de changements dans les régies conventionnelles ou vitrines pour la Montérégie. Et 18 Montérégie-Ouest. En 2019, 6 donc Chaudière-Appalaches, ça se maintient. Laurentides, un petit peu plus de traitement qu'en 2018, mais bref, moins de traitement de la partie conventionnelle à la partie vitrine. En Estrie, légère augmentation. Montérégie-Est, légère augmentation. Et Montérégie-Ouest, aussi une petite augmentation de 23 En 2020, diminution de 9 augmentation de 9 de la partie conventionnelle vers la vitrine. Diminution de 33, augmentation de 42, 63 50 Qu'est-ce que je veux illustrer ici, c'est que oui, il y a on voit qu'il y a plus de traitements dans la parcelle conventionnelle, dans la parcelle vitrine, pardon, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a plus de traitements, que les indices de risque sont plus élevés. Donc, si on prend un exemple, un producteur qui va faire un imidant pour la mouche de la pomme, dans la partie conventionnelle, peut-être qu'il va faire dans sa parcelle vitrine 6 ou 7 traitements de GF120. Donc, oui, il y a plus de traitements, mais au niveau des indices de risque, on est en dessous de ça. Donc ici, petit tableau récapitulatif du nombre de traitements pour chaque verger dans chaque année dans la parcelle conventionnelle et vitrine. En gros, qu'est-ce qu'on peut voir si on prend les 3 années ensemble pour chaque région? C'est que dans la région du Chaudière-Appalaches, on a une augmentation d'environ 5 du nombre de traitements. En Estrie, 29 Dans les Laurentides, une diminution de 37 une augmentation de 29 et de 30 pour la Montérégie-Ouest. Si on fait la moyenne de ça sur les 3 années, on peut conclure rapidement que le producteur va passer 11 de plus de temps sur son tracteur ou son 4 roues quand il va introduire des produits à moindre risque dans sa régie phytosanitaire. Donc, en gros, il y a environ 25 traitements là, en moyenne de fait par année par chaque producteur. Donc, 25 traitements fois 11 ça donne environ 3 traitements de plus annuellement. Donc, il va faire 28 traitements au lieu de 25. Si on continue ici, je voulais juste illustrer le nombre de traitements par produit phytosanitaire. Donc, les fongicides, ils ont quand même une grande place dans le nombre de traitements, là, que ce soit dans la partie vitrine ou dans la partie conventionnelle. Là. Environ une quarantaine à cinquantaine de traitements au total pour de 2018 à 2020. Puis les insecticides aussi ont une grande place. Donc, traitement de bicarbonate principalement contre la tavelure. En 2018, les producteurs se sont prêtés au jeu, ils sont allés de l'avant, surtout en Estrie, très confiants, ils ont utilisé 7 traitements de bicarbonate. 2019, les producteurs sont allés un petit peu plus fort. On se rappelle qu'il y avait plus de pluie en 2019, donc les traitements fongiques étaient plus présents. Puis en 2020, ceux qui avaient commencé ont continué à utiliser le bicarbonate. Rapidement, en bas à gauche, c'est l'indice de risque du polyrame, donc 42 pour l'environnement, 203 pour la santé. Et en bas, c'est pour le bicarbonate, 1 pour l'environnement, 5 pour la santé. J'ai répertorié au fil des 3 ans 126 traitements dans les 5 vitrines de polyrame. Donc, si on fait ça rapidement, là, juste pour le fun, 126 traitements fois l'indice de risque du polyrame 203, ça fait 25 000. Si on fait le même calcul, qu'on remplace le polyrame par le bicarbonate, ça fait 126 traitements, l'indice de risque de 5, 600. Donc, si on remplace le polyrame par le bicarbonate, on peut réduire jusqu'à 90 l'indice de risque sur la santé humaine au fil de 3 années d'utilisation, ce qui est quand même majeur. Le GF120 aussi, une technique à moindre risque qu'on a introduit dans les vergers. Donc ici, on a la suite de 2019 jusqu'à 2020. Donc, première année, les producteurs l'ont utilisé quand même massivement jusqu'en 2020, où est-ce que les Laurentides ont décidé de se joindre au groupe. Même principe, en bas ici, on a le nombre les indices de risque
sur l'environnement et sur la santé pour l'imidon versus le GF120. Donc, si on se réfère à droite, nombre total de traitements d'imidon, 45 traitements en 3 ans. Donc, 45 fois 249, ça donne 11 000. Et j'ai répertorié 66 traitements de GF120. Comme j'ai dit, le GF120, il faut passer plusieurs fois pour que ça soit efficace. Donc, 66 traitements. On est quand même à 1650 en indice de risque sur la santé. Donc, encore là, une réduction potentielle de 80 d'indice de risque sur la santé, juste en utilisant un produit à moindre risque. Maintenant, ça va me coûter beaucoup trop cher changer de produit phytosanitaire. Donc, pour faire cet exercice-là, j'ai utilisé le coût moyen des principaux traitements antiparasitaires qui ont été parus dans le bulletin d'information du RAP. En gros, c'est pour tel produit, ça coûte tant pour une dose moyenne à l'hectare. Donc, j'ai pris ce chiffre-là. Je l'ai mis pour chaque produit dans la liste de traitement des producteurs pour toutes les vergers et pour toutes les années. Donc, si on regarde ça rapidement, en rouge ici, on a la parcelle dite conventionnelle, donc la régie normale du producteur. Et en bleu, on a la parcelle vitrine. Ici, c'est le coût moyen total des produits qui ont été utilisés par année. Et j'ai juste utilisé, encore une fois, acaricides, fongicides et insecticides. Donc, pour Chaudière-Appalaches, on a une diminution d'environ 14% du coût, donc quand même très bien. 16% en 2019, puis une légère augmentation de 10% en 2020. Laurentides, diminution de 37, 11 et 19% du coût par rapport aux produits conventionnels. En Estrie, on a une légère augmentation de 8, diminution de 34, augmentation de 25, donc ça fait facile le yo-yo. Montérégie-Est, première année, il n'y avait pas de différence entre l'utilisation de produits à moindre risque conventionnels parce que, on se rappelle, là, les indices de risque étaient sensiblement similaires, c'est les mêmes produits qui étaient utilisés dans les deux parcelles. Ensuite, en 2019, quand ils ont décidé de mettre l'épaule à la roue, ils ont utilisé un peu plus de produits à moindre risque, donc un petit peu plus cher. Et en 2020, une petite diminution de 2%. Et Montérégie-Ouest, 12% d'augmentation, 35,88 de la parcelle des produits utilisés en conventionnel, 88% plus cher si c'est utilisé avec des produits à moindre risque. Donc, globalement, si on regarde ça sur 3 années, donc c'est l'année 2018 à 2020, mis dans la même graphique, on voit ici des légères diminutions des coûts à l'hectare si on utilise des produits à moindre risque. Et dans certains cas, il n'y a aucun changement. Si on fait la moyenne de ça et on regarde froidement, là, ça donne environ 4% plus cher d'utiliser des produits à moindre risque. Juste 4%. Donc, je vais conclure sur ça. Intégrer des produits à faible risque dans la régie phytosanitaire du verger, ça entraîne une diminution d'environ 30% des indices de risque sur l'environnement et sur la santé. Une augmentation de 11% sur le nombre de traitements par saison, probablement dû au GF120. Et le reste, c'est à creuser un peu plus. Et une augmentation de 4% des coûts à l'hectare. Donc, j'aimerais remercier les producteurs qui sont toujours présents et veillants au combat. Conseillers, clubs privés, j'aimerais les remercier parce qu'ils prennent énormément de données, puis ils sont là pour convaincre les producteurs d'utiliser des produits à moindre risque. Les conseillers du MAPAC, la même chose. Donc, merci beaucoup. Puis on continue le progrès, on a le vent dans les voiles. Bravo, Michael, merci. J'aime beaucoup ta photo. Écoutez, pour les questions, je sais que normalement, il est 9h30, puis notre prochaine conférencière, Amélie, est là. Amélie, si tu peux patienter encore quelques minutes, parce qu'on a commencé avec un peu de retard. Je vais prendre quand même des questions. Je vais commencer par les gens qui ont écrit leurs questions dans la section des questions. Là. Fait que je vais les poser, Michael, puis tu pourras répondre. Ensuite, si il reste du temps, je peux aussi donner le micro à s'il y a des personnes qui ont levé la main. Mais je vais prioriser les gens qui ont écrit les questions.
Donc, il y a Karine qui signifiait qu'il y a peut-être une erreur dans la surface de la parcelle, pas vitrine, mais conventionnelle, je crois, à Sainte-Cécile, parce que ton chiffre était quand même assez élevé, là. Superficie en rouge à Sainte-Cécile, je pense que c'est la parcelle référence. Je ne suis pas sûr qu'il y a une erreur, là. Je vais juste confirmer. La superficie à moindre risque, c'est 3,35 et conventionnel 13. Ouais, ben, c'est ce que c'est exact, c'est 13, c'est aussi grand que ça. En tout cas, peut-être vérifier ça. Mhm. C'est ce que Karine demandait, mais je crois que c'est Parfait. exact, là. On a aussi, Mais juste pour faire un petit aparté là-dessus, d'une année à l'autre, les données que j'ai reçues, il y a certaines superficies qui changent. mhm. Donc, j'ai essayé de moyenner ça, mais ça va faire partie de mes interventions futures de retourner voir les conseillers pour leur demander c'est quoi vraiment la superficie, est-ce que c'est exact pour chaque année. Il y a Gaëtan Bourgeois qui demande quels sont les principaux insectes ravageurs qui sont visés par les interventions insecticides. Tu réponds à ça? Les principaux, Oui. ben, on a surtout la mouche de la pomme et le carpocaps de la pomme. Je dirais que c'est les principaux. Euh, Par la suite, il y a peut-être le charançon de la prune où est-ce qu'au lieu de faire des traitements sur toute la superficie, on va privilégier de faire des traitements de bordure. Mais principalement carpeau puis mouche. Donc, mouche, c'est le GF120, puis le carpeau, c'est la confusion sexuelle. OK. Serge, je ne suis pas sûr que je comprends la question, peut-être Michael. Quel est le pourcentage de dégâts reliés à chaque stratégie? Bon, le pourcentage de dégâts, je ne l'ai pas inclus, je ne l'ai pas encore analysé, mais à l'habitude, pour les années 2018-2019 qui ont déjà été relativement regardées, il n'y a pas vraiment de différence là, entre l'utilisation soit d'une régie conventionnelle ou la régie à moindre risque. Mais je n'ai pas de chiffre à donner. Je sais on va pouvoir en présenter dans les prochaines présentations qu'on va faire sur le sujet, là. Mhm. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits ou une nouvelle stratégie qui se sont ajoutés en 2021 au programme de régie à moindre risque? 2021, je dirais non. Il n'y a rien. Je pense qu'en 2019, on avait pas mal tout mis en place. 2020, on en a perdu, exemple, éliminé, qu'on n'a pas pu utiliser à cause de la COVID. En 2021, j'espère qu'on va pouvoir amener, éliminer le désherbage mécanique, etc., etc. Euh, je te dirais, le dernier élément sur lequel on peut jouer, c'est les doses à l'hectare. Donc, avec le pulvérisateur que les producteurs ont, avec le débit d'air ajusté, on peut aller réduire les doses. On ne voulait Ouais. pas le faire dans la première, deuxième année parce que c'est déjà complexe de travailler avec un nouvel équipement. Donc là, ils se sont fait la main. Donc là, on va peut-être pouvoir réduire les doses. Excellent. Isabelle Turcotte demande quand tu compares Polyram versus B2K, ce serait peut-être préférable, en tout cas peut-être plus intéressant de comparer Polyram avec B2K plus soufre, parce que Oui, les producteurs doivent généralement utiliser un mélange B2K plus soufre. très bonne intervention, Isabelle. Effectivement, là, le soufre, j'ai les indices de risque reliés à chaque traitement. Donc, je pourrais les additionner puis en sortir le résultat. Mais je suis pas mal sûr qu'on va être en dessous de ce qui est Polyram. Evelyne demande si tu as identifié le ou les produits qui sont le plus chers dans la vitrine. Ah, Evelyne, si j'ai identifié le produit le plus cher dans la vitrine, non, j'ai pas été jusqu'à là dans les analyses. Mais je tiens à dire aussi que j'ai retiré, ou bien presque, j'ai pas utilisé la confusion sexuelle dans mes analyses de coûts. Euh, je crois que ça pourrait être une des pratiques les plus chères. Là, je m'avance, là.
mais ça serait à regarder. C'est sûr que prochainement, dans les analyses économiques, c'est sûr qu'on va avoir ce genre d'informations-là. Mais non, j'ai pas regardé ça. Daniel demande comment s'explique la baisse importante des indices de risque dans la partie vitrine du verger des Laurentides. La baisse des indices de risque. Dans la section du côté vitrine dans les Laurentides. C'est une bonne question. Connaissant la régie du producteur, puis Simon est là, peut-être qu'après me corriger, mais souvent, il va faire des rangs doubles. Donc, on diminue beaucoup la superficie qui a été traitée. On utilise aussi des volumes très, très bas dans ce verger-là. Donc, les doses à l'hectare ont été diminuées. Donc, c'est peut-être deux éléments qui font en sorte que les indices de risque sont coupés presque de moitié. Bon, on n'est pas là, on ne pourra pas compléter. Mais Daniel, c'est sûr que là, pour aujourd'hui, on a fait une exploration, un survol des données, mais c'est sûr que c'est une chose qu'il va falloir qu'on regarde quand on va faire un rapport détaillé. Là. Ouais. Il y a des questions, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça. Je pensais en venir à bout, mais non, il en rentre plus vite que tu réponds. Tu réponds plus vite. Est-ce qu'il y a eu des mesures de rendement? Oui. Est-ce qu'il y avait des différences? On n'est pas en mesure de dire ça ce matin. C'est correct? Continue, t'es bien parti. Daniel pose une autre question. Est-ce que le niveau des dommages dans la section vitrine était comparable à celui de la section conventionnelle? Même question qui vont, ça, je crois, là, pas encore analysé. C'est ça. Mais par les années passées, tu as fait ces comparaisons dans les rapports d'étape, puis on n'avait pas de différence, je crois. S'il y en avait, il n'était pas importante. Marie-Ève Bérubé demande, dans l'analyse des coûts liés au traitement, avez-vous considéré le nombre de passages, comme par exemple pour calculer le coût en carburant, puis les autres coûts liés à des interventions? Non, on n'a pas fait ça. Non. Non. J'imagine que la sous-question, c'est est-ce que vous allez le faire dans le rapport? Oui, éventuellement. Toutes les données qu'on a, si on est capable de faire cette analyse-là, on va la faire. Par exemple, le coût d'un traitement au GF120 n'est pas pareil du tout que le coût d'un traitement au tracteur. Là, tout à l'heure, Michael, tu parlais des nombres de traitements. C'est sûr qu'un traitement au GF120, ce n'est pas la même affaire qu'un traitement au tracteur. Ou plus les affaires. Mais juste pour assurer, on écrit les questions à l'endroit où tu l'as écrit, Nicole. C'est comme ça que je les vois. Excuse-moi, Michael, je t'ai coupé. Ben, juste pour rassurer Marie-Ève, toutes les informations pour faire les analyses économiques, je les ai. J'ai toutes les données. Donc, le nombre de passages, la superficie qui a été traitée, le produit qui a été utilisé, la dose, etc., etc. J'ai l'info. Donc, ça va être possible de faire. C'est quand même une grosse job. Ça s'en vient, mais ça ne sera pas cette année. J'ai une dernière question. Ça va être la dernière que je prends là, pour ne pas étirer trop ton temps. Nickel, c'est Isabelle, c'est un commentaire. Virosoft et GF120 sont des stratégies assez dispendieuses, non? La réponse est oui. La réponse est oui, c'est sûr. On ne peut pas C'est pour ça toujours que au global. Oui, je t'écoute. des producteurs qui ont utilisé Virosoft, mettons, cette année ou l'année passée, ça fait augmenter le coût à l'hectare. Ça, c'est officiel. Ouais. Et puis, merci, Michael. Il y a Marie-Ève qui suggère que pour évaluer les coûts de la confusion sexuelle, par exemple, sur le rapport, il faudrait peut-être considérer l'aide financière de prime vert, le calculer avec et sans l'aide financière de prime vert, étant donné que c'est actuellement admissible, ça pourrait être intéressant de faire ressortir ça. Oui, ça, je l'ai déjà considéré. Je ne l'ai pas présenté, mais c'est considéré comme analyse. OK. Merci, Michael. Ça fait plaisir.